retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir de recevoir mademoiselle Hana Tha'lab Youssef, chercheuse en droit. Bienvenue encore une fois. Merci. Et on va commencer avec toi tout de suite. Alors, l'intelligence artificielle est en train de transformer en profondeur le monde de l'entreprise et de finance. Et toi, tu es, on peut dire, spécialisé en domaine juridique. Alors, on va voir avec toi quels sont les risques financiers et juridiques et comment protéger les investisseurs face à la multiplication des conseils d'investissement à travers les réseaux sociaux. Et on commence avec toi. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer votre métier et également nous expliquer quel est votre rôle dans l'investissement des entreprises? Alors tout d'abord, moi je suis une avocate. Mon métier consiste à accompagner juridiquement les entreprises dans le cadre de leur financement. Concrètement, je structure des fonds d'investissement dans lesquels il y a les investisseurs qui mettent leur argent et ensuite ces fonds d'investissement investissent dans un second lieu dans des entreprises. Oui. Et en fait, c'est dans ce cadre-là où on peut accompagner les entreprises de tout type, PME ou capital moyen, dans le cadre de leur... c'est petite et moyenne entreprise. Oui. Effectivement, oui, tout à fait, dans le cadre de leur financement. Alors, est-ce que tu vois, mademoiselle Hana, que l'intelligence artificielle a changé ta manière de penser? Alors, je vois actuellement que généralement, pas nécessairement moi d'un point de vue personnel, mais généralement elle a changé la manière de penser d'une génération, la génération actuelle. En fait, en utilisant les outils actuels de IA, d'intelligence artificielle, ça permet d'analyser un certain nombre de documents énormes dans des microsecondes, en quelques secondes, ce qui accélère la charge de travail d'un professionnel et ce qui peut lui faire un travail qui allait lui prendre des heures en quelques secondes. Cependant, il existe bien sûr des risques en accompagnant, en utilisant ces outils-là. Est-ce que tu vois que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle a permis réellement de mieux évaluer la situation financière d'une entreprise, par exemple? Oui, en fait, il me semble que, les entreprises actuelles, ils utilisent les outils d'IA afin d'évaluer financièrement et juridiquement les entreprises avant d'y investir. Et en fait, ça peut vous donner des indices, ça peut aider l'analyste dans le cadre de son travail. Cependant, il faut nécessairement se méfier en les utilisant dans le cadre en les utilisant excessivement sans faire attention à la confidentialité des données qu'on donne à ces outils-là, ce qui peut endommager... Je m'excuse, mais est-ce que ces outils peuvent prendre, ou plutôt peuvent avoir un accès sur tes informations, tes informations personnelles ou autres, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Ils ont tout à fait l'accès. Oui. Alors c'est très dangereux. Oui, c'est pour ça en fait que juridiquement, on signale tout le temps aux gens de faire gaffe, de faire attention en utilisant ces outils-là, parce que les gens sont en train de donner un accès gratuit de leurs données personnelles à ces outils-là en les utilisant et en leur donnant leurs informations confidentielles. Je pense que c'est un risque très grand. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut détecter les risques qu'un analyste humain ne peut pas distinguer, par exemple? Oui, tout à fait, parce que comme on en a déjà évoqué, elle peut analyser rapidement des milliers et des milliers de documents. Elle peut également faire des recherches en ligne selon l'outil
que l'analyste est en train d'utiliser, bien sûr, mais il y a maintenant des outils spécialisés en finance, des outils spécialisés en conseil juridique, etc., etc. Et alors, en les utilisant, l'analyste ou la personne, le professionnel utilisant ces informations, il peut avoir cet accès et s'en servir pour l'aider dans le cadre de son domaine de travail. Alors toujours lorsqu'on travaille sur on peut dire des sortes d'intelligence artificielle différentes, alors on voit comment il est tout de suite écrit, parce qu'il est écrit l'intelligence artificielle commet des fautes, elle se trompe. Oui. Alors comment ça se passe? Effectivement, bien sûr. Comment pourrais-je avoir confiance en un instrument qui se trompe? Moi, le conseil que je donne, de ne pas faire confiance aveuglement à un outil d'intelligence artificielle. Parce qu'en effet, cet outil-là, ils utilisent le données que nous, en tant que professionnels, on le fournit. Et s'il il existe une erreur dans les données fournies à l'outil, cela peut endommager la réponse et le résultat que l'outil nous fournit. Et d'autre côté, il y a littéralement des formations en intelligence artificielle que les entreprises sont en train de proposer à leurs employeurs afin de leur apprendre comment prompter, le terme prompter, une intelligence artificielle. Comment lui poser les questions, parce que c'est comme une nouvelle étude. Oui, tout à fait, qu'on n'avait pas auparavant, et qu'on est en train de l'apprendre dans des cadres de projets de formation, afin de savoir comment utiliser l'intelligence artificielle pour avoir le bénéfice d'un résultat fiable, et en plus de ça, après avoir reçu le résultat de l'intelligence artificielle, il faut nécessairement le revoir et le remettre en question plusieurs fois et vérifier la source des informations, vérifier la logique de ce que l'intelligence artificielle vous fournit. Et dans ce cadre-là, c'est après avoir fait tout ce tas de travail et en utilisant l'outil que le professionnel peut après ajuster les résultats. Effectivement, ouais. Oui. Alors passons à un autre sujet, toujours ça concerne l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci l'intelligence artificielle non pas comme outil, mais comme, on peut dire, un objet d'investissement. Alors on voit comment il y a plusieurs investisseurs qui actuellement se dirigent tout de suite vers l'investissement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qui encourage ces investisseurs dans ce domaine qui est toujours, on peut dire, qu'il est toujours critique, il est toujours nouveau, alors on peut avoir beaucoup de risques. Alors pourquoi ils se dirigent tout de suite vers ce nouveau domaine? C'est vrai qu'il existe un engouement spectaculaire, notamment en fonction de l'OCDE qui a récemment publié les résultats où il y a eu les entreprises qui proposent des outils d'IA ont bénéficié de 258 milliards de dollars en capital risque en 2025, ce qui est une hausse très forte. Notamment, il me semble que c'est 61% du niveau mondial en capital risque en 2025. Et en fait, cet engouement, il se traduit par la rupture technologique incroyable que cette intelligence artificielle nous donne dans notre génération, ce qui est un peu comparable à l'innovation qu'on a vécue dans les années 2000 avec l'internet ou le cloud et dans ces siècles précédents. Oui, c'est vrai, c'était tout à fait nouveau et tout le monde vraiment se dirigeait vers ce domaine. Oui.
Alors, qu'est-ce qui rend une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle attractive aux yeux d'un investisseur? Ce qui rend une entreprise attractive, c'est bien sûr l'utilisation de la technologie elle-même. C'est en fait, il faut que l'investisseur regarde dans un premier lieu le LLM, ce qu'on appelle le Large Language Model, que utilise l'entreprise pour fournir son outil d'IA. Il faut regarder l'outil d'IA lui-même et en fait le mettre en concurrence avec les autres outils qui existent sur le marché et le comparer. Parce que, et voir si l'entreprise dans laquelle cet investisseur va investir propose les solutions que lui, il cherche. C'est dans ce cadre-là que l'entreprise peut être attractive pour l'investisseur. Oui. Alors, tu as parlé des bénéfices de l'intelligence artificielle et également, on peut dire, des malfaits ou bien de la malutilisation de l'intelligence artificielle, comme j'ai compris. Alors, toujours à l'inverse, quels sont les principaux signaux qui doivent inciter un investisseur à la prudence? Quand est-ce que l'investisseur pourrait-il dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il le faut? Il y a quelque chose qui risque de faire plutôt un grand problème ou plutôt une catastrophe dans mon entreprise. Alors, dans tous les cas, il faut regarder tout d'abord l'utilisation des données personnelles qu'on vient de citer au début de notre émission. Parce que, en fait, selon le droit européen, par exemple, on se base sur le RGPD, c'est la réglementation sur les données personnelles. Et en droit égyptien, également, il existe un cadre juridique pour la réglementation des données personnelles. Et en fait, il faut regarder et se méfier des entreprises qui proposent des outils d'IA qui bénéficient seulement de l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. Alors comment tu peux savoir, comme investisseur, comment tu peux savoir que ces entreprises ne sont pas tellement honnêtes, par exemple? En fait, avant d'investir dans une entreprise, il existe tout un audit juridique et audit financier et audit de la situation de l'entreprise que l'investisseur doit faire sur cette entreprise. Et dans ce cadre de cet audit-là... C'est ton objet, ça, n'est-ce pas? Oui, d'une certaine mesure. C'est très compliqué. D'une certaine mesure, effectivement, c'est en fait ce qu'on appelle la due diligence. Et dans le cadre de la due diligence, l'investisseur, il aura accès à toute la politique intérieure de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, il pourra analyser la politique intérieure en matière de conservation des données personnelles qu'utilise cette entreprise-là et évaluer si cela lui convient ou pas. Passons au risque juridique, mademoiselle Hana, puisque c'est ton domaine. Alors, investir dans une entreprise de l'intelligence artificielle pourrait soulever des risques juridiques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, lesquels? Notamment, ce qu'on a déjà évoqué, c'est des risques en matière de données personnelles, en matière de diffusion de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut utiliser, ou bien est-ce qu'elle peut voler, ou bien est-ce qu'elle peut transmettre des messages qui sont pas corrects? Oui, tout à fait. Elle peut faire tout ça. Oui, elle peut. En fait, il existe des versions gratuites en ligne et ces versions gratuites ne sont pas gratuites sans une contrepartie. Oui, c'est une très bonne question, c'est un très bon point. Oui. Et la contrepartie, c'est notamment l'utilisation des données personnelles, c'est l'utilisation de ces informations-là. Et alors, c'est dans ce cadre de ce travail de l'outil où elle rassemble toutes les informations que les utilisateurs lui donnent gratuitement et les réutilise afin de répondre à d'autres questions d'autres utilisateurs. Donc, on ne doit pas
avoir de la confiance complète sur ces outils, envers ces Oui, outils. oui, tout à fait. Alors, on peut dire, mademoiselle Hana, qui est responsable lorsque une décision prise ou recommandée par, on peut dire, une compagnie d'intelligence artificielle cause un préjudice? C'est qui est le responsable devant la justice? En droit français, l'intelligence artificielle n'a pas encore la personnalité juridique. Et alors, la responsabilité, elle incombe sur l'entreprise qui fournit l'outil d'IA. En Égypte également, l'absence d'un domaine juridique fait que l'application du code civil s'applique dans ce cadre-là. L'application du cadre général, en fait. Est-ce que tu vois que le cadre juridique actuel, est-ce qu'il est suffisamment adapté à la rapidité des évolutions de l'intelligence artificielle? Parce que ça marche trop vite. Oui. Le rythme de l'intelligence artificielle, de son développement, de son évolution, ça devient fou, on peut dire. En fait, pas 100%, il me semble. Il reste encore pas mal de travail à effectuer pour encadrer juridiquement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Notamment en Égypte, il existe actuellement énormément d'efforts avec la sécurité nationale de l'IA et la vision de 2025-2030 pour encadrer juridiquement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, ces jours-ci, nous voyons des influenceurs qui donnent des conseils d'investissement sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui. On les voit trop ces jours-ci. Alors, comment analysez-vous tout d'abord ce phénomène? Parce que c'est devenu un phénomène. Alors, c'est un phénomène concret et actuel. Ce phénomène porte problème dans les deux côtés. Vers le côté du spectateur qui fait confiance à l'information qu'il regarde sur ses réseaux sociaux, sur son téléphone, et qui peut investir son argent et qui risque la perte totale de son argent parce qu'il est en train de suivre un conseil d'un non-professionnel. Et d'un autre côté, l'influenceur qui est en train de donner cette information gratuitement et sans avoir le profil ou la licence pour le faire, est en train de se mettre en danger juridiquement. Oui, alors qu'est-ce qu'on doit dire aux gens pour ne pas tomber dans c'est un piège? Tout à fait. Au niveau d'un spectateur, il doit regarder et vérifier l'identité de l'influenceur qu'il est en train de suivre. Il doit regarder si cet influenceur il est autorisé de donner ce conseil ou pas. Par exemple, en France, il existe un statut spécifique de conseil en investissement financier qui s'appelle un CIF, autorisé et régulé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, pour fournir les conseils en investissement. C'est un service régulé. En Égypte également, il existe ce cadre aussi qui est très sévère et qui est régulé par le code des marchés des capitaux et qui encadre la fourniture d'un service en investissement sous la condition d'avoir la licence pour le faire. Oui. Alors, comment tu vois le principal danger pour un spectateur qui décide d'investir simplement parce qu'un influenceur lui recommande un projet financier? Le principal, en fait, il existe pas mal de risques. C'est tout d'abord un risque financier. Parce qu'il est en train de suivre le conseil d'un non-professionnel sans avoir été déjà évalué. Parce que avant d'investir dans tel ou tel actif, il existe tout un tas d'évaluations personnelles du profil de risque de cet investisseur. Que seul un conseil en investissement agrégé et ayant les informations pour le faire et la capacité pour le faire peut lui faire ce contrôle de profil de risque. Et d'un autre côté,
l'investisseur, suivant aveuglement l'information ou qui a été fournie par oui, tout à fait, est en train de remettre en question son droit au recours contre cet influenceur-là. Parce qu'il peut avoir un droit de recours contre le CIF, contre le conseiller en investissement financier. Parce qu'il existe un contrat entre l'investisseur et le CIF en faisant cet investissement. Cependant, il n'existe aucune responsabilité juridique le liant à l'influenceur en suivant son investissement. Oui, donc c'est un conseil très important de s'assurer de l'influenceur avant de lui accorder l'accord pour travailler avec lui dans son entreprise. Bien entendu. Alors, malheureusement, nous parvenons à la fin de cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte et je tiens à remercier infiniment mademoiselle Hana Taleb Youssef, chercheuse en droit. Merci d'avoir été avec nous et notamment au studio. Merci, très bonne journée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et restez avec nous. Très bonne journée.